Et yo à tous, c'est Cédric de la team Red Ribbon TCG. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je vais parler en fait de ce qui s'est passé récemment aux États-Unis, notamment en fait à l'Arc de San José. Donc rapidement pour ceux qui connaissent ou pas ou juste de nom, l'Arc en fait, les Arcs c'est des tournois, des grands tournois de plusieurs jeux d'ailleurs. En fait il s'agit d'une société, si on peut dire, qui organise les tournois compétitifs, notamment aux États-Unis. Donc il y a des arcs Yu-Gi-Oh!, il y a des arcs Pokémon et tout. Là, évidemment, on va parler des arcs Dragon Ball Super. Et notamment, donc, le 14 et 15 avril, donc hier et avant-hier, il y a eu l'arc de San José. L'arc de San José fut le plus grand event DBS actuellement au monde, plus de 500 joueurs, du niveau de jeu vraiment très élevé, une très bonne entente, vraiment un très bon événement. Et c'est assez dommage parce qu'en fait, ce très bon événement va être oublié et on va se souvenir d'une seule chose en fait, c'est de ce qui s'y est passé, c'est-à-dire la tricherie et les mauvais calls des juges. Donc, je vais faire cette vidéo pour vous Français qui suivez pas forcément ce qui se passe sur la scène compétitive aux États-Unis. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé, les différents moments où il y a eu tricherie, plusieurs matchs, et pourquoi c'est très important. Mais voilà, faut quand même pas oublier que l'ARG a réussi malgré tout un grand succès. Faut pas rejeter la faute sur eux. C'est toujours un événement excellent et voilà, comme beaucoup d'Américains le disent, faut essayer de penser à tout ce qui était bon aussi et pas simplement au mauvais. Mais voilà, moi je vais faire cette vidéo en accent sur les mauvaises choses. Pourquoi? Pour un peu sensibiliser les joueurs français, pour vous dire ce qu'il va falloir faire et ne pas faire en tournoi, ce qu'il faut bien faire attention. Car ça y est, la scène compétitive française se met en place, les tournois boutiques ont commencé et plus on va avancer, plus on aura les gros tournois, les gros events, peut-être même un jour un circuit compétitif national. Et ça serait dommage de perdre parce que vous vous laissez abuser par votre adversaire car il profite de votre crédibilité, il profite de sa notoriété et il triche tout simplement. Mais également, je vais faire cette vidéo pour sensibiliser les juges. Parce que je sais que beaucoup de Français vont vouloir passer le test de judge, moi-même je vais vouloir le faire, mais s'il vous plaît, tous ceux qui espèrent devenir judge, et si vous le devenez, ne le faites vraiment qu'en sachant toutes les règles. Vraiment, les rulings, les règles du jeu, la FAQ, toutes les rulings qui ont été dits par mail, mais aussi, et c'est ça le plus important, les sanctions. Qu'est-ce qui doit être dit et fait à tel event, tel type d'event par rapport à tel manque de comportement. Alors pourquoi je veux dire ça? Alors voilà, il s'est passé des choses au cours d'une game qui mettait en jeu deux joueurs, William et Danny. Et le joueur Danny, en fait, a simplement fait voler la game par son adversaire qui a simplement enchaîné les mauvaises actions, la tricherie en fait tout simplement, et les décisions arbitraires des juges qui ont donné un avantage au tricheur, lui donnant ainsi la game complètement. C'est d'ailleurs pour ça que si vous suivez les groupes américains, vous pouvez voir des hashtags Justice for Danny par exemple, ou d'ailleurs sur la deck profile de Danny, tous les commentaires c'est quasiment que du Justice for Danny, car le joueur ne méritait pas de perdre. Et il y a beaucoup de choses en fait qui ont joué, c'est que il s'agissait du dernier gros tournoi avant les ratas de Mecha Frieza. Donc beaucoup de gros joueurs ont joué Mecha Frieza, et pour vous donner une idée, sur le top 32, 29 decks étaient des Mecha Frieza. Les 3 autres decks étaient d'autres decks avec Goku Super Saiyan 3 leader, et Danny était l'un d'entre eux. Danny est donc allé jusqu'en top 8, c'était le Goku Super Saiyan 3 qui allait le plus loin, et il a perdu par tricherie en fait. Donc les gens n'ont pas du tout aimé parce que voilà, son adversaire jouait le leader le plus OP de la méta, il jouait mal, il a triché, les juges étaient de son côté, c'était pas du tout mérité comme défaite pour Danny, et surtout c'était un match retransmis en plein stream, en plein live, car oui, les events américains sont retransmis en streaming. Donc je vais vous montrer toutes les actions qui se sont passées au cours de ce match par le biais du stream, et pouvoir vous expliquer en fait ce qui se passe et les choses dont vous devrez faire vous attention en français lorsque vous jouez. Alors déjà, première chose à prendre en considération, vous voyez sur les vidéos, et je le dis moi à tous les joueurs que je croise, mais les énergies de forcément mettre à l'envers. C'est une chose qui est précisée dans les règles, hein, c'est une obligation, n'oubliez pas ça, mettez vos énergies à l'envers. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc c'est le tour de Danny,
Et Danny va jouer pour 4 énergies rouges un Chain Attack Trunks. Qu'est-ce qui se passe lorsque Chain Attack Trunks rentre en jeu? Son effet auto s'active et il peut jouer une carte de sa main. Dans ce deck, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il veut jouer, c'est Zeno. Lorsque Zeno rentre en jeu, chaque joueur reprend toutes les cartes sur son terrain, donc de sa battle area et toutes les cartes de sa main, ils le remettent au deck, mélange et repioche chacun 5 cartes. C'est une excellente carte pour temporiser et surtout c'est une excellente carte contre le deck App, donc le deck que joue William. Au moment où Danny joue sa carte, son effet auto va rentrer en action. Ce qui se passe est le suivant. Son adversaire active Cold Bloodlust. Cold Bloodlust, que vous voyez ici, est une carte jaune qui dit, pour 1 d'énergie jaune, vous annulez l'effet d'une carte qui rentre en jeu. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, première chose très importante à noter, et je vais vous demander de vous en souvenir par la suite. Vous voyez que lorsque William joue Cold Bloodlust, il ne paye pas la carte. Donc il faut savoir que dans un deck Mecha Frieza, il y a plusieurs façons de payer une carte. La première est soit par énergie, soit en utilisant une carte de sa vie et en la prenant en main. Vous voyez ici, par ce simple mouvement de doigt, que c'est Danny lui-même qui lui dit « Mec, tu dois payer le coût de ta carte, n'oublie pas de payer le coût de ta carte. » Bon, là, sur cette vidéo, ça ne change pas grand-chose, mais je vous demande de mettre ça de côté. À ce moment précis, déjà, William tente de ne pas payer son extra carte. Là, Danny lui dit « Bon, écoute, tu dois payer. » Donc voilà, il paye 1 et... Que se passe-t-il? Danny active pour 1 jaune un Badring Laser. Badring Laser, donc une carte jaune de la BT1 que vous connaissez. Pour 1 d'énergie jaune et en défaussant une carte jaune, vous annulez une carte contre jouée par votre adversaire. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il annule le Cold Bloodlust de son adversaire afin que son effet rentre en jeu. Voilà, il défausse une carte jaune. Et là, il va vouloir rentrer en action Zeno et activer l'effet de Zeno. Son adversaire va dire « Attends, normalement, je peux refaire un deuxième Cold Bloodlust, c'est pas normal. Ça va pas ce que tu fais. » Et donc, là, il va y avoir tout un problème. Donc, vous voyez, hop, il y a un judge qui est appelé et tout. Alors, plusieurs choses à dire à ce point-là, à mettre en avant pour vous, français. Première chose, comme le fait William ici, ou comme l'a fait Danny, je ne sais pas lequel des deux est plus judge, mais si vous avez un doute sur un ruling, même si votre adversaire vous explique ce qui se passe, si vous avez toujours un doute, appelez un judge, n'hésitez pas. N'ayez pas l'air ridicule, ne vous sentez pas honteux, ne soyez pas en mode ouais mais non, il doit savoir de quoi il parle, je vais passer pour un con. Non, ça n'a pas d'importance, toujours appeler un judge. Ok? Les judges sont là pour normalement donner les bons rulings. Là, ce qui se passe, c'est que en réalité, il y a eu des rulings sur Cold Bloodlust qui disent qu'en fait, vous avez plusieurs fenêtres d'activation. Lorsque vous jouez une carte, vous avez une première fenêtre d'activation. Et lorsque un effet s'active qui doit jouer une carte, vous avez une nouvelle fenêtre d'activation pour annuler à l'avance l'effet de la carte qui va rentrer en jeu. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que marche Cold Bloodlust. Lorsque vous jouez une carte par un effet, par exemple par un Union Absorb ou par un effet de carte, si vous attendez que la carte rentre en jeu pour activer un Cold Bloodlust et annuler l'effet de la carte, ça ne va pas annuler l'effet auto when this unit is played, donc lorsque cette carte est jouée. Pour annuler cet effet auto, vous devez activer votre Cold Bloodlust au moment précis où votre adversaire active l'effet qui va jouer une carte. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est lorsque Chain Attack Trunks rentre en jeu, William a joué un Cold Bloodlust sur la fenêtre d'activation numéro 1, c'est-à-dire lorsque Chain Attack Trunks rentrait en jeu, il a voulu jouer un Cold Bloodlust pour annuler l'effet de Chain Attack Trunks. Danny l'a annulé avec un Badring Laser, et maintenant l'effet d'Attack Trunks rentre en jeu et il va permettre à Danny de call une carte de sa main. Et c'est à cet effet-là que William veut répondre avec un Cold Bloodlust pour dire bah ok, donc l'effet de Chain Attack Trunks va passer, par contre je Cold Bloodlust maintenant pour que la carte que tu vas rentrer en jeu va voir son effet annulé. Ceci est un move tout à fait légit et les judges vont d'ailleurs très bien l'expliquer en expliquant même très clairement au stream qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça marche. Car effectivement c'est des nouveaux rulings et tout le monde n'est pas forcément au courant. Le problème ici vient d'une communication entre les deux joueurs. Lorsque William active Cold Bloodlust, il ne dit pas s'il l'active en fenêtre d'activation numéro 1 ou en fenêtre d'activation numéro 2. Danny est donc parti du principe que c'était en fenêtre d'action numéro 2 et c'est pour ça qu'il l'a Badring Laser. Si William s'était expliqué très clairement j'active Chain Attack Trunks sur la fenêtre d'activation numéro 1, Danny se serait peut-être dit tiens, s'il le fait, c'est parce qu'en fenêtre d'activation 2, il va vouloir me Cold Bloodlust et il n'aurait peut-être pas Badring Laser pour annuler le premier Cold Bloodlust. De toute façon, du coup, son move aurait toujours été cancel et aurait gardé les deux cartes en main pour plus tard. Ici, il n'y a donc pas de triche. Il y a juste miscommunication
entre les joueurs. Donc je vous le montre pour que vous, Français, vous n'hésitez pas à toujours bien dire vos actions. Et surtout, lorsque votre adversaire fait une action, avant que vous ayez une réponse, avant de dire j'ai une réponse ou j'en ai pas, toujours lui demander plus de précision, Donc par exemple, s'il attaque, vous demandez est-ce que tu as double strike, est-ce que tu es critical, s'il n'hésite, s'il ne le dit pas, ou à combien tapes-tu, toujours bien lui demander. Et si votre adversaire active une carte contre, type code blue bless, lui demander sur quelle fenêtre d'activation il l'active, toujours avoir les informations au complet. Bien, donc ici, pas vraiment de problème de judge, pas de problème de joueur, pas de triche, juste un problème de miscommunication que je voulais vous mettre en avant pour que vous, Français, vous pensiez bien à chacun de vos matchs, à toujours parler, à ne pas hésiter à poser des questions à votre adversaire. Par contre, là où c'est bien plus problématique, c'est quand, durant le reste de ce match, il y a d'autres actions qui ne vont pas. Notamment ce petit clip-là, intitulé Energy Scoop. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on arrive à un autre tour de jeu et Dany a réussi à mettre en place le combo Chant Trunks into Zeno, donc il a call Zeno, l'effet de Zeno rentre en jeu et chaque adversaire va donc reprendre les battle cards et les cartes de sa main, les mélanger à son deck. Les battle cards et les cartes de sa main, très bien. Donc c'est tout ce qui est censé partir. Et là regardons bien ce qui va se passer. L'effet ce que William fait, il prend les cartes de sa battle area, il prend les cartes de sa main et il prend les cartes de son énergie et il mélange tout ça. Vous voyez? Là, on voit une main qui arrive, c'est un judge qui lui dit « Attends, c'est pas comme ça que ça marche. » Deux problèmes. Première chose, lorsqu'un joueur range son énergie, c'est considéré comme scoop, c'est considéré comme abandonner la game. À ce moment-là, c'est comme si William venait de donner la game à Dany. Il lui disait « Ok, t'as gagné. » Même si ce n'était pas volontaire et qu'il a simplement confondu, il a cru que l'effet de Zeno marchait comme ça. Notons, nous sommes dans top 8 d'un régional de 500 joueurs. William n'est pas un joueur lambda, c'est pas le premier tournoi auquel il participe. Des Zeno, il en a déjà affronté plusieurs, il sait comment marche son effet. C'est très peu probable que ce soit une erreur d'attention, mais simplement, voilà, il s'est dit, bon, la game est perdue, j'ai rien d'autre à faire. Là, chose incroyable, un judge arrive et lui dit, ça marche pas comme ça, on va remettre ton énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, personne n'est capable de dire telle ou telle carte était en énergie et elle était en active ou en reste. C'est une chose, voilà, on ne mémorise pas exactement les cartes adverses. Genre, voilà, quand vous jouez, vous dites, bon, il a 2 énergies jaunes en attaque en défense, mais vous ne savez pas quelle est la carte précise qu'il a. Donc là, normalement, nous sommes dans une infraction de type état du jeu irréversible. Il y a eu une erreur qui a changé l'état du jeu et qui l'a mis dans un nouvel état qu'il est impossible de revenir en arrière. Ça, c'est une infraction qui dans le livre des règles se résout par une game loss. Donc à ce moment-là, William est censé prendre une game loss et a perdu la game. Sauf que, ici le juge va décider de lui donner un avantage et de dire « Attends, on est en train de stream la game, on peut revenir en arrière sur la vidéo, voir les énergies que tu avais et les remettre après tout. » Et c'est ce qui va se passer. Le problème, c'est que si un juge fait ça, déjà il outrepasse sa fonction. On n'est pas censé aller à l'encontre des règles. Là, on est clairement dans un état de game irréparable. On n'est pas censé donc le réparer, même si on en a des moyens. Car on en a les moyens uniquement car c'est une game streamée. C'est-à-dire que le même play arrive ailleurs, hors stream, c'est game loss pour l'adversaire et Dany gagne. C'est juste là, car la game est streamée, donc un cas particulier. C'est donc donner un avantage à un joueur sous prétexte qu'on en a la possibilité, alors que c'est du coup une inégalité par rapport à tous les autres joueurs qui ont pu arriver, qui ont pu faire la même chose. Donc là, voilà, là c'est ce qui se passe. Ils vont le dire non, tiens, on remet, tiens, c'est tout ça et tout. Imaginez déjà l'état dans lequel doivent se trouver Dany et à ce moment-là, mentalement, je veux dire, ça doit mettre un coup dans le sens, il est en train d'abandonner, il y a un judge qui dit non, fais pas ça et tout, c'est bizarre, c'est comme si les juges sont contre moi. Ça, plus avant la miscommunication entre les deux fenêtres d'activation où les judges ont déjà dit non, c'est bon, c'est pas grave, William, s'il ne l'a pas dit, ok. Là, déjà, clairement, les gens, ils se disaient Dany, il n'est pas que contre le joueur, il est contre le joueur et les judges. Mais comme si ça ne suffisait pas, toujours durant le même match, son adversaire va réeffectuer une action qui, cette fois, est purement et simplement de la tricherie. Il va jouer par la suite une marche des grands singes et vous voyez là, il joue la marche des grands singes, carte action qui demande 4 d'énergie. Nous sommes dans un deck Mecha Frieza. Le joueur a donc la possibilité entre payer 4 d'énergie ou prendre 2 d'énergie et 1 de sa vie et utiliser ça pour payer.
À ce moment-là, et c'est pour ça que je vous avais bien pointé la première vidéo, le geste de Danny, une nouvelle fois, il ne paye pas. Il ne dit pas comment il paye. Ça a toute son importance. Cette fois, Danny ne le remarque pas, il est dans le feu de l'action, voilà, il est perturbé par ce qui s'est passé. On vous rappelle, il y a eu les effets CBL, le problème du scooping d'énergie que les judges ont décidé finalement de corriger grâce à une vidéo, ce qui est normalement interdit. Donc, il ne fait pas attention à ça et il ne se dit pas non, là, tu n'as pas payé l'énergie, il faut que tu le payes. Là, cette fois, il n'y fait pas attention. Après tout, il a déjà repris une fois son adversaire. Théoriquement, là, de toute façon, la game, elle devrait déjà s'être pris une game loss. Son adversaire ne devrait même plus être en liste. Donc, on peut comprendre que là, Danny ne lui dise pas tu dois payer. Qu'est-ce qui se passe? Danny va à nouveau activer pour un jaune une carte. Cette fois, il active un Crusher Ball. L'idée étant que les singes qui vont être appelés par William soient directement en position activée, donc ne pourront pas taper. C'est une carte contre, c'est le move légit, le moment pour la jouer. À ce moment-là, William va donc activer Battering Laser, une nouvelle carte contre. Et vous savez, Battering Laser, pour activer son effet, on doit payer 1 d'énergie et défausser une carte. Et c'est là que tout a son importance. C'est que là, il va dire « Ah, bah attends, j'ai pas dit comment je paye mes cartes. Et en fait, ma marge des singes, bah, je décide de la payer avec mes 2 d'énergie et avec une carte jaune, une carte de ma vie que je prends en main. » En faisant ça, il se retrouve donc au moment d'activer Battering Laser avec une carte de plus en main et donc un plus grand choix de cartes à défausser. Vous comprenez la subtilité? Elle est là. Si il avait dit je paye avec mes 4 énergies avec la marge des singes, avec 4 énergies, au moment où il aurait activé Battering Laser, il n'aurait pas eu cette carte en main à défausser et potentiellement il aurait dû faire un autre choix. Là, le fait est qu'il décide de payer 2 d'énergie et 1 de vie, ce qui lui donne une carte en plus en main au moment d'activer Battering Laser. Peut-être que ce n'est pas du tout ce qu'il avait prévu de faire au départ et qu'il voulait activer la marge des singes avec 4 énergies, se laissant ainsi 2 PV pour son Mecha Frieza pour être sûr d'avoir une marge d'erreur et que finalement, voyant que son adversaire fait un Crusher Ball, décide de dire j'utilise un de mes PV pour la marge des singes et une énergie pour mon Battering Laser et il me reste comme ça en plus des énergies pour faire d'autres trucs. Ceci est également censé être puni d'un game loss. Donc vous voyez, 2 actions punissables d'un game loss que les judges vont décider de laisser passer. Je ne vous cache pas que William va gagner cette manche, il peut même gagner la deuxième. Danny va donc être éliminé. Alors son adversaire aurait dû à ce moment-là se prendre 2 game loss. Ceci est l'une des choses qui est arrivée et qui a le plus marqué. Mais à la limite, si c'était tout, ce joueur, William, va arriver en finale. Dans cette finale, il va rencontrer un autre joueur, Eon Hill, et Eon Hill va gagner. On pourrait se dire, génial, le tricheur a été battu. Alors oui, le tricheur a été battu. Le problème, c'est qu'il a été battu par un tricheur également. Eon Hill n'est pas un joueur peu connu. Il fait partie d'une équipe qui fait quasiment tous les events. D'ailleurs, dans cette équipe, il y a le fameux dieu de DPS, une des personnes qui se considère comme l'un des meilleurs joueurs, qui est surnommé donc forcément le dieu de DPS. Et il s'avère que ce joueur-là a également joué sur un stream, mais pas le stream Twitch, donc il n'a pas été vu par autant de gens, et c'est pour ça que c'est passé presque inaperçu. Mais une des games au top qu'il a fait, donc je ne sais pas exactement quelle place c'était, quel top c'était, si c'était top 32, si c'était top 64, je ne sais pas à quel moment du tournoi se passait, mais à une des parties qu'il a joué. Donc là, il s'agit du joueur de droite. Il se passe l'action suivante. Alors, donc là, on voit quoi? On voit donc un Mecha Frieza contre un Goku Super Saiyan 3. Le joueur Goku Saiyan 3 à ce moment-là, 3 PV, et le joueur Mecha Frieza est en train d'attaquer avec une de ses unités. Il est en train de combo avec beaucoup de cartes de sa main pour que son attaque passe. L'attaque va passer, et le joueur Goku Super Saiyan 3 va prendre son dégât, il va se retrouver ainsi à 2 PV. Il lui reste 2 PV. Et là, il va se passer en fait 2 actions illégales à la suite, de la part d'Eon. Alors bon, voilà. Donc là, on regarde, il compte, est-ce qu'il continue de combo ou pas? Non, bon, il a décidé d'arrêter de combo. Là, voilà, il prend sa vie. Voilà, à ce moment-là, donc, il tombe à 2 PV. Le joueur Goku Super Saiyan 3 tombe à 2 PV. Première action illégale. Le joueur Mecha Frieza rentre Masked Saiyan par Overrealm. Alors, qu'est-ce que l'Overrealm?
L'Overrim est une nouvelle mécanique introduite en BT3, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui dit qu'on peut invoquer une carte en bannissant sa drop zone. On retire du jeu toute sa drop et on invoque sa carte. Et là, vous voyez quoi? Il a invoqué sa carte en payant les 1 d'énergie requis, mais sa drop n'a pas du tout bougé. Il n'a pas retiré du jeu sa drop. On va dire, allez, ça, on va le laisser passer. On va dire c'est sous l'effet de la pression. Il sait que tout se joue là. On va dire c'est le dernier tour, c'est le tout ou rien. Et à la limite, il la retirera du jeu après. Mais bon, théoriquement, à ce moment-là, c'est déjà pas légal comme move. Mais après tout, pourquoi pas? Même moi, je serais judge. À ce moment-là, je dirais bon, ok, c'est pas grave, juste une erreur. Tu la bannis maintenant et ça change pas grand-chose. Ok. Note importante, Masked Saiyan à double strike. Donc si l'attaque actuelle passe, le joueur Goku Super Saiyan 3 a perdu. Il va donc attaquer avec Masked Saiyan, double strike. Et là, c'est là que se passe le move de la tricherie ultime. Le joueur Goku Super Saiyan 3 paye 2 d'énergie pour activer l'effet contre-attaque de la carte Topo, carte de la BT2, qui dit que pour 2 d'énergie rouge, on peut annuler l'attaque et jouer cette carte. Ceci est un effet contre. Ce n'est pas l'effet de la battle. C'est un effet contre. Ça revient exactement pareil que jouer Negate Whis, la Negate Vados ou toutes les cartes Negate extra. C'est un contre, c'est considéré comme un contre. Ce n'est pas l'effet de Topo qui dit ça, c'est l'effet contre de la carte. Attention. C'est donc à ce moment-là un contre-attaque qui est joué. Et que va faire son adversaire, le joueur mecha? Il va décider d'activer un Code Bloodlust pour 1 d'énergie, annuler ainsi l'effet de Topo, et il va continuer de combo avec toute sa main, comme si l'attaque n'était pas annulée. Et il va gagner la game là-dessus, et donc se qualifier, aller en finale, gagner la finale, voilà. C'est l'une des seules games qui a été stream depuis le début. On ne sait pas, peut-être que c'est un move qu'il a fait tout au long du tournoi, à chaque fois qu'il aura été rencontré dans cette situation. C'est un move totalement illégal. Cold Bloodlust annule l'effet d'une carte battle. Il n'annule pas un contre. Pour annuler un contre, il faut jouer la carte de l'anneau jaune, qu'on a vu la vidéo d'avant. C'est le seul moyen d'annuler Topo. Non seulement c'est une règle connue des joueurs, c'est une règle qui était précisée dans la FAQ sur le site officiel. Et on ne peut pas dire il a fait cette erreur voilà, sous l'effet de la pression comme pour la drop, car comme je l'ai dit, c'est un joueur connu, il fait beaucoup d'events, il appartient à une équipe de plusieurs joueurs connus. Donc non, c'est un move qu'il a voulu le faire volontairement, en abusant de sa notoriété, en disant moi je suis connu, je sais ce que je fais. Et il l'a fait sereinement, en mode je call Bloodlust, j'annule l'effet de ta carte. En se disant, bon bah là si mon adversaire dit non c'est pas possible, je vais juste dire oh, c'est bon je m'excuse, ou peut-être on va appeler le judge, il va dire c'est pas grave, tu prends un warning, c'est tout, et c'est tout, tu vois, il n'y a aucun autre changement, et si ça passe, j'ai gagné la game, donc je n'ai pas vraiment de solution perdante. Et surtout, et je le pense, il a dû se rendre compte que son adversaire n'était pas complètement à l'aise. Car il s'avère qu'effectivement, voilà, là c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça va vous arriver vous aussi, vous allez des fois affronter des grands tournois des joueurs connus. Par exemple, vous allez peut-être tomber contre des membres de la team Red Ribbon TCG, vous m'avez compris, contre d'autres joueurs qui top un peu partout en France, et vous dire, putain, mais c'est un joueur connu, ou j'en ai entendu parler, j'ai vu ses deck profile sur YouTube, il doit savoir de quoi il parle, s'il dit que c'est exact, ça doit être fait comme ça. Non, si vous avez un doute, même s'il a raison, même si votre adversaire a raison, et même s'il est sûr, lui, à 100%, si vous avez un doute, n'hésitez jamais à call un judge. Le judge va vous dire ouais il a raison et c'est pas grave. Vous ne pouvez pas vous prendre un warning pour avoir appelé un judge pour rien. Il va vous dire ouais c'est bon il a raison et vous allez dire oh, ok bah, no souci. Ou alors il va dire ah bah non tiens finalement c'est toi qui as raison et ça c'est pas légal comme move. Et là par exemple dans ce cas là il aurait dit bah c'est pas légal comme move et il aurait peut-être pas perdu la partie, ça serait peut-être passé différemment. Et il le savait très bien. Et du coup ce qui est important c'est que là nous avons une réponse en fait du joueur qui vient de jouer Topo, qui a répondu, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, ça fait beaucoup de débats sur le groupe Facebook US, et il a dit donc, je suis le joueur qui a joué Topo et qui s'est fait Code Bloodlust en stream, c'est une erreur de ma part de ne pas avoir call le judge. Vous voyez? Là, il ne dit pas mon adversaire a triché, même si c'est ce qui est, on va dire, sous-entendu, mais là, il le dit vraiment, j'aurais dû appeler le judge, c'était une erreur de ma part. Et alors, il va encore plus loin, il explique, c'était la première fois que je participais à un gros tournoi. Et l'excitation de ce moment, l'excitation d'être en un match de haut niveau à un top
puisqu'il était donc à l'une des meilleures tables à ce moment-là du tournoi, a fait que j'ai, on va dire, perdu la raison, ça a bloqué ma façon de penser, et il n'a pas pensé à call un judge. Donc vous voyez, on a donc un joueur inexpérimenté qui est sous la pression d'être à une table du top, qui est contre un joueur de renommée, qui du coup ne s'est pas dit c'est une erreur, là ce qu'il fait, il n'a pas le droit, il faut que je call judge. Il s'est laissé abattre sous la pression en mode ok, ça se passe comme ça, bon bah il a gagné, bien joué. Bon, un message très fair play, il n'y a pas de haine dans sa réponse, voilà, il dit pas que c'est la faute à l'autre, il dit non, il dit juste bon c'est ma faute, voilà, il prend sur lui, ça voilà, c'est un comportement très fair play. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est vraiment, si vous vous retrouvez dans cette situation, n'hésitez pas à vous toujours à call un judge. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo pour, on va dire, tous ces points-là, c'est-à-dire vous montrer ce qui s'est passé, que vous compreniez un peu ce qui se passe sur la scène, les États-Unis. Je tiens quand même à rappeler qu'il s'agit d'un des plus gros events DBS au monde, c'est le plus gros event en fait, même DBS au monde actuellement. 500 joueurs, plus de 500 joueurs, vous imaginez à quel point le jeu marche aux États-Unis, plus de 500 joueurs. Et c'est dommage que du coup ça se fasse occulter par ces tricheries et le fait que les judges n'ont pas assuré sur ce coup-là. Qu'ils ont même simplement foiré en fait, hein, faut le dire. Donc j'espère que vous Français, judge, vous ferez bien attention à ce que vous décidez, que vous ne donnerez pas d'avantage inégal aux joueurs. Faut toujours se dire, voilà, il faut que ce soit égal pour tous les joueurs dans cette scène. C'est pas parce qu'il y en a un qui est en stream qu'on peut revenir en arrière sur une erreur. Il faut, vous joueurs, que vous n'ayez pas peur de demander à votre adversaire toutes les informations, à quel timing tu actives ça, pour quelle raison, qu'est-ce que ça fait exactement. N'hésitez pas même à demander à relire la carte, hein, ou à call des judges. J'ai regardé moi tous les tournois, et j'ai vu par exemple des gens demander, tiens, si j'active cette carte en réponse à cette carte-là, est-ce que son effet s'active quand même? Ça peut paraître ridicule, mais car l'effet, tout le monde va se dire, bah oui, l'effet s'active quand même, mais vous voyez, on est à un gros tournoi, le joueur n'a pas peur de poser une question qui peut paraître ridicule, on ne sait jamais. Si le judge dit qu'en fait ça ne passe pas et que tout ce que tu as cru était faux, ça peut changer la game. Et là, par exemple, dans ce cas-là, il aurait simplement dû call le judge et dire est-ce qu'on peut call Bloodlust effectivement topo? Et la réponse aurait dû être non. Donc voilà, n'hésitez pas à call judge, à poser des questions, à demander toutes les informations à votre adversaire. N'hésitez pas, judge, à vous renseigner vraiment sur tous les rulings. Je vous invite à vraiment les connaître avant, surtout si vous voulez faire le test de judge. Moi, pour ma part, je le ferai et théoriquement, ça devrait aller, puisque ce ne serait pas le premier jeu où j'aurais réussi le test de judge, et donc ce ne serait pas le premier jeu de cartes où je serais juge officiel. Donc, ce genre de règles, notamment les game loss, on connaît. Voilà. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez en débattre en commentaire, voilà, n'hésitez pas, on y répondra comme possible. Comme d'hab, lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la page Facebook et à la chaîne Twitch. Et ciao YouTube!